Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket des équipes de The Free Agent. Allez, ça y est, la saison reprend, les camps d'entraînement battent leur plein, c'est le début de la pré-saison. Et votre équipe de The Free Agent, N1, ne manque pas à l'appel pour cette nouvelle saison. Nouvelle saison, nouveau dispositif, vous allez le découvrir au fil de l'année. Mais pour bien commencer, je commence avec mon gars sûr, avec qui je peux faire des pick and roll les yeux fermés. Pick and roll, pick and pop, on fait les deux. On est ensemble. C'est Chris. Salut Chris, comment vas-tu? Salut Yannick, salut à tous, salut à toutes, ravi de vous retrouver. Alors N1 n'a pas fermé, parce que pendant l'été on était là, on a fait de la WNBA, mais le cœur de notre vie, c'est la NBA. Donc c'est avec un grand plaisir que je te retrouve et que surtout je vous retrouve, tous ceux qui nous écoutent là, pour parler de cette reprise qui arrive le 22 octobre. C'est demain quasiment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, on a un petit peu de recul sur ce qui s'est passé cet été. On va le commenter. On en profite pour vous dire d'aller suivre les réseaux sociaux de The Free Agent, de venir discuter avec nous sur le Discord communautaire, mais également d'aller lire les articles, d'aller télécharger l'appli et d'aller lire les articles. D'ailleurs, je crois que tu en as écrit quelques-uns, Chris. Ouais, tous les jours jusqu'au 22 octobre, donc date de la reprise, on vous propose un article quotidien qui sort à 17h. Comme ça, le rendez-vous, c'est toujours à la même heure. Sur une équipe à suivre, on a décidé de choisir 14 équipes. Donc ça a démarré là depuis début du mois et donc jusqu'à la date de reprise. Tous les jours, un article sur une équipe en particulier. On fait un petit peu le point sur ce qu'ils ont vécu la saison dernière. On parle un petit peu des ajustements de la saison, de l'intersaison avec les trades, les nouvelles arrivées, les départs, et surtout pourquoi l'équipe sera intéressante à suivre. C'est le titre même de l'article. Donc pourquoi Indiana sera intéressant à suivre cette année, pourquoi telle équipe sera intéressant. Alors, il n'y a pas que des équipes haut du panier, parce qu'il y a Ouais. quand même des choses à dire sur des équipes qui seront peut-être un petit peu plus en bas de classement, mais vous avez de la conférence Est, vous avez de la conférence Ouest, vous avez les top teams, vous avez des équipes un petit peu plus bottom. Donc voilà, jusqu'au 22 octobre, un article tous les jours à 17h sur le site et l'application TFA pour compléter ce podcast qu'on vous propose. Exactement. Donc là, c'est notre première partie des previews. On est ensemble. Semaine prochaine, on fera d'autres previews avec nos deux nouveaux qui vont nous rejoindre cette saison. On a un petit peu mixé l'équipe. Donc, des rendez-vous, vous avez l'habitude toujours. Et également, on continuera donc notre conseil de classe. Tous les mois, on fera les cancres, les bons élèves, les bonnes surprises et les avertissements de travail. Oui, parce qu'on aime beaucoup ça et on sait que vous aussi, vous aimez beaucoup ce format. Et également, on en profitera pour parler un petit peu de prospect cette année, je crois, Chris. Hein. Tout à fait, on vous en parlera en temps et en heure, mais ce sera un rendez-vous à suivre cette saison avec The Free Agent et avec le podcast N1, bien entendu. Allez, c'est parti, vous avez l'habitude. On ne fait pas comme tout le monde sur nos previews. On s'implique personnellement, on va parler des équipes, des joueurs qui nous font envie, voire des Français. On va tout de suite commencer par une équipe qui, à tout seigneur, tout honneur, je commence, qui pour moi va être intéressante à suivre, c'est Sacramento. Sacramento, 9e l'an passé, 46 victoires, 36 défaites, 9e de la conférence Ouest. Cette année, ils ont récupéré Damar DeRozan. Moi, j'ai une question à te poser tout de suite. Chris, Oula, oui. est-ce que l'arrivée de Damar DeRozan va permettre à Sacramento de passer un palier et d'arriver de passer un tour en playoff cette année? Ah, c'est la grande question et c'est très certainement ce qu'attendent beaucoup de fans de la franchise des Kings. On sait qu'ils sont quand même nombreux. C'est une franchise historique de NBA. Franchise historique qui n'avait pas connu les playoffs depuis un paquet de temps. Avant la saison 2022-2023, donc pas celle de l'année dernière, mais celle encore d'avant. On se rappelle l'époque Light the Beam, c'était magnifique, c'était la grosse ambiance à Sacramento. L'année dernière, une saison à 46 victoires, tu l'as dit, mais une saison qui leur a pas permis d'aller au play-off, parce qu'ils se sont fait bananer au play-in. Donc Oui. petite baisse de niveau quand même. Alors 46 victoires quand même, tu te dis, c'est un beau bilan.
globalement Oui, quand même, tu vois. Mais le problème, c'est que tu es dans la conférence Ouest où c'est la jungle chaque saison et encore plus chaque saison qu'on avance, tu as l'impression que c'est de pire en pire. Et c'est vrai que c'était un petit coup d'arrêt pour les Kings. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette arrivée de DeRozan qui pour moi va être vraiment au moins très intéressante à suivre. Il y a une vraie curiosité. Après, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, l'avenir nous le dira et on va très vite s'en rendre compte, je pense. Mais en tout cas, il y a eu du mouvement, tu vois, ouais. dans cet effectif. Moi, je pense que ça peut être un pari intéressant. DeRozan à Chicago, c'était terminé depuis longtemps dans une franchise où c'est le marasme, mais on va pas revenir sur les Bulls aujourd'hui. Et c'est un joueur quand même qui, dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé, je sais pas ce que tu en penses, a toujours montré des belles choses et a toujours été un très bon joueur. Oui, alors c'est un joueur qui, un peu atypique dans la NBA actuelle avec beaucoup de shoot mid-range, mais un scoreur très, très efficace et qui va pouvoir apporter, comment dire? Un peu de liberté sur d'autres joueurs parce que si tu défends sur Damar DeRozan, tu peux pas venir aider. Et forcément, ça va ouvrir des espaces à D'Aaron Fox, pardon, pas Mhm. DeAndre, D'Aaron, et également à Demontas Sabonis. Sabonis qui, pour moi aussi, est un joueur clé, on va en reparler, Ouais. mais Damar DeRozan va apporter ce scoring, j'ai envie de dire, plancher dans cette équipe. Ça va être un joueur de plus qui est capable de claquer 20 points tous les soirs s'il veut. Et ça, Ouais, je pense que dans la conférence Ouest, c'est plutôt pas mal. Surtout que c'est beaucoup. Il y a des bonnes défenses, mais il y a aussi des très bonnes attaques et il va falloir scorer beaucoup. non, non, je te rejoins. C'est un mec qui peut ouais, planter. Alors, il plantera peut-être un petit peu moins de points vu que tu as quand même D'Aaron Fox. Tu as du Keegan Murray aussi qui est intéressant. Tu as Sabonis, donc il va peut-être être à 17, 18 points. Certains soirs, il y aura des pics. Oui, Mais c'est ça. voilà, c'est un mec qui va aller scorer. Ça serait peut-être intéressant pour lui, en plus vieillissant, il a 35 ans. Alors, c'est pas sa tasse de thé, on le sait, de reculer un petit peu. On sait c'est un expert du tir, tu sais, les deux points longs. Tu Ouais, les sais, mid-range, ouais, voilà. ouais, tout à Ce fait. Ouais. serait pas mal qu'il recule un peu, qu'il retente peut-être quelques petits shoots extérieurs. On sait très bien qu'il y a pas mal de joueurs, plus l'âge avance, ils ont tendance à reculer et à être pour certains plus efficace à 3 points. Je pense que ça peut être une arme dans sa poche qui va pouvoir travailler, sachant que de toute façon, voilà, il va être l'option numéro 2 bis, 3 en termes d'attaque. Oui, oui, voilà, 2 bis, Moi, je c'est pour pense, être poli. C'est pour être ouais, poli. je pense que ça va être plutôt l'option 3 parce que l'option numéro un va être partagée entre Fox et Sabonis. Bien sûr. Sabonis en plateforme, j'ai envie de dire, c'est en hub, en meneur de jeu intérieur, ce que beaucoup d'équipes ont, les espèces de 4-5 qui, euh, qui, qui peuvent à la fois shooter, marquer, enfin triple menace, quoi, un peu Mhm. comme était son papa, quoi. On le voit on l'a vu dans la série Netflix, d'ailleurs, tout ce qu'il est capable de faire, où il aime ce côté playmaking en hub et distribuer le jeu soit du poste haut, soit du poste bas. Ouais, sur Sabonis, moi, la question que je me pose, c'est un joueur que j'aime particulièrement, hein. Je trouve vraiment extrêmement intéressant techniquement. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. C'est un super gars. L'année dernière, il a joué quand même pas mal de temps blessé à la main. Et Oui. le mec, il est là, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment, c'est dans la mentalité, tu vois. Mais en fait, est-ce qu'on n'atteint pas, tu vois, l'année dernière, il est à quoi? Il a quasiment 20 points de moyenne, il est quasiment à 14 rebonds, tu vois, il est en Ouais. 19-14 quasiment, 8 passes, c'est quand même assez, voilà, c'est une très belle ligne de statistiques. Mais est-ce Ouais. qu'on n'atteint pas une sorte de plafond, un peu, tu vois, pour ce joueur-là, que je répète encore une fois, j'adore, mais je suis pas sûr qu'on puisse en attendre beaucoup plus en termes de stats. Après, ça peut être plus en termes de fonctionnement dans l'équipe, dans les ajustements, dans les systèmes, peut-être même dans la prise de parole et tout ça. Mais je pense qu'en termes de niveau juste comptable, on atteint quasiment le maximum de ce que peut proposer Sabonis. Tu vois. Alors là, excuse-moi, mais dire que c'est le maximum, oui, je pense, mais sans faire injure, c'est quand même excellent.
ce Ah qu'il ben, donne. j'ai précisé, attends, 19 points, 14 rebonds, 8 passes, j'ai dit que c'était très bien. Tu vois. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est pas le supporting cast à côté qui doit aussi step up et il rend les autres meilleurs. On sait que quand il y a eu le trade Buddy Hield contre Sabonis, c'est un vrai trade gagnant-gagnant. On va en reparler certainement, hein, je pense à un moment ou à un autre. Mais c'est le trade qui a fait passer, c'est le joueur qui a fait passer Sacramento dans une autre dimension. Parce qu'il a amené une dimension intérieure au jeu, du playmaking, du scoring, qu'il n'y avait plus depuis des années, c'est-à-dire depuis des Marcus Cousins, qui lui était tout seul, mais à l'intérieur. Ouais. Donc là, c'était un peu bicéphale, j'ai envie de dire, d'Aaron Fox et lui, des joueurs à côté, mais pas non plus du niveau de Rosanne quand il était prime. Alors aujourd'hui, Demar DeRozan vient dans un rôle peut-être de troisième option, mais ça va permettre je pense, aussi de donner un peu plus de liberté aux deux que je viens de citer. C'est-à-dire que si Fox pénètre ou s'il joue un pick and roll avec Sabonis, forcément, le joueur qui va défendre sur DeRozan va être plus, comment dire, hésitant à venir en aide que ça. Et c'est là où, en fait, on va voir un joueur, même avec un statut, peut libérer les autres. Ouais, complètement. Juste, je reprécise parce que tu parlais du trade de Sabonis avec Bud Hield. Alors certes, Bud Hield était dans la balance, mais c'est plus pour Tyrese Haliburton le trade. Oui, tout à fait, mais tu sais. Non, mais Bud Hield est intéressant, mais je pense pas qu'ils avaient s'ils avaient transféré, il y avait juste eu Bud Hield dans la balance, on n'aurait peut-être pas dit que c'était un deal gagnant-gagnant, tu vois. Oui, mais tu connais mon amour immodéré pour lui. Non, mais voilà, je fais que repréciser, c'est tout. Oui, tout à fait, mais on sait à quoi il sert maintenant Tyrese Haliburton. On l'a vu cet été du côté de Paris. Il est très bon. On va en parler tout à l'heure. Oui, il est très bon pour remuer les serviettes. Non, mais voilà, juste moi pour conclure sur les Kings, parce que je pense qu'après on peut enchaîner, mais moi je pense que ça va être une équipe vraiment intéressante à suivre. J'en parlais tout à l'heure, Keegan Murray, belle progression pour lui, le joueur de 24 ans là. Donc à voir ce qu'il va proposer pour sa 3e saison NBA. Malik Monk aussi, qui peut toujours apporter quand même du scoring, qui peut apporter des choses intéressantes. Des mecs comme Trey Lyles aussi, ça peut être sympa. Donc, même Alex Len, qui est un joueur qui était drafté très très haut, mais je pense qu'il a trouvé sa place. Il y a pas mal de joueurs qui ont trouvé leur place du côté de Sacramento. Alors oui, il y a une grosse communauté de fans très très présente dans la capitale de l'État de Californie. Mais je pense que c'est une équipe qui revient vers ce qui a fait ses heures de gloire au début des années 2000. Ouais. Donc, toi, tu vois quoi du coup en termes de classement? C'est quoi? C'est un avantage du terrain? C'est playoff tout de suite? Ça serait quoi pour toi une bonne saison, tu vois? Une bonne saison, c'est playoff direct. Ouais, je pense que, tu vois, déjà, s'ils arrivent à se qualifier, s'ils arrivent à sortir 6e, ce sera déjà pas mal parce que le vrai problème de cette conférence, c'est que ça peut se jouer sur une victoire ou un soir où tu décides de. Enfin, tu as un jour sans et ça peut être. Oui, ça peut être compliqué. Ou si tu t'appelles Cleveland et que tu décides de ne pas jouer ton dernier match de saison régulière pour avoir une meilleure partie de tableau. On a vu ce que ça avait donné. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Playoff direct, avantage du terrain, ça serait très beau, mais ça risque d'être compliqué quand même parce que. Oui, l'effet de surprise ne sera plus là. Ouais. Donc, à voir. Après, je vais quand même juste dire, j'ai beaucoup de réserves sur le coaching. Ok, ouais, bon, on peut pas tout avoir. Non, c'est ça. Justement, on enchaîne avec une équipe qui a un excellent coach, je trouve. Ils ont terminé 6e de la conférence Est l'an passé. 47 victoires, 35 défaites. Une finale du play-in, enfin du in-season tournament. Ouais, c'est ça.
Et ils ne sont pas passés par le play-in, non, c'était le In-Season Tournament, pardon. C'est Indiana, les Indiana Pacers. Très bonne surprise l'an passé, ils sont allés jusqu'en finale de conf. Ils ont joué avec les comment dire, ils ont eu un petit peu de chance, on va dire, sur les tirages. Ils ont eu ce qu'il fallait, le brin de réussite, mais ça a été un petit peu compliqué contre Boston finalement. Moi, j'ai envie de te dire, avec Rick Carlisle à la manette, on en a parlé, Tyrese Haliburton aux commandes de cette équipe. Tu rajoutes Pascal Siakam, Miles Turner. C'est pas une équipe qui est complète, ça? C'est une équipe qui. Alors, sur Miles Turner, l'intérieur, j'ai peut-être un peu plus de doutes. Mais sinon, globalement, oui, c'est une équipe qui est vraiment intéressante, qui va devoir confirmer après cette très belle saison. Alors oui, en playoff, ils ont pu profiter des blessures, que ce soit au premier tour ou en demi-finale, au bout du suspense contre New York, qui était complètement lessivé. On va pas revenir là-dessus, mais ils ont su quand même tirer profit. Alors, est-ce que finale de conférence, là, tout de suite, c'était peut-être un peu trop beau, on verra ça cette année, mais en tout cas, ils y ont été, donc bravo à eux. Oui, bel effectif, le coach, je te rejoins, coach extrêmement expérimenté, qui connaît bien la maison Indiana, et qui va, je pense, très très bien driver des joueurs tels que Tyrese Haliburton, qui a été meilleur passeur de la Ligue l'année dernière. Son objectif, c'est d'être un des tout meilleurs meneurs de la Ligue, hein, rien que ça. Il a de quoi faire avec une belle équipe. Pascal Siakam, arrivé, c'était en janvier de l'année dernière, je crois bien. Ouais. Là, il a signé une extension de contrat, il a bien signé ce qu'il fallait, prolongé à 189 millions sur 4 ans. De toute façon, il fallait qu'Indiana mette... Même salaire que Tyrese Haliburton, ils sont même oui, salaire tous mais les deux. toi, tu as tenté de Paris Siakam sur les 6 mois de la fin 2024. Voilà, c'était pas juste pour tiens, c'est sympa, on fait 6 mois avec toi et après tu dégages. Tu vois. Donc, Ouais. ils l'ont signé, il fallait, ils l'ont sécurisé, ils ont un très bon binôme. Autour de ça, il y a des joueurs qui sont intéressants, une équipe de jeunes. Le roster est vraiment plutôt bien fourni, un peu des pétards ambulants, des mecs comme Ben Shepard, Andrew Nembhard, Obi Toppin, que tu as connu à New York aussi, qui peut être limité parfois, mais qui est intéressant dans son apport. Et moi, le joueur, j'en ai parlé aussi dans l'article sur Indiana que vous retrouvez sur les réseaux, c'est Bénédicte Mathurin. Moi, c'est un gars que j'apprécie particulièrement, qui avait une première année plutôt pas mal, deuxième année compliquée avec 59 matchs joués, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y avait une blessure, il n'a pas pu participer à cette belle fin de saison des Pacers. Donc, il va revenir. Moi, c'est un mec que je vais suivre très attentivement. Mais est-ce qu'il va avoir est-ce qu'il va pouvoir re-rentrer dans cet effectif, comme tu dis, qui est complet, qui s'est bien trouvé? Je l'espère pour lui et j'espère pour les Pacers. Mais ouais, non, franchement, c'est une des équipes à l'Est que j'ai le plus envie de suivre. Alors, Bénédicte Mathurin, alors déjà, il est québécois, ça donne un petit côté, ouais, c'est vrai. Un petit côté attachant pour nous autres Français. J'ai envie de dire, ça peut être une monnaie d'échange, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à reprendre sa place dans l'effectif, à tout moment, il peut servir de monnaie échange pour améliorer l'effectif. On sait que du côté d'Indiana, c'est un peu compliqué pour construire l'effectif avec des free agents. Donc, quand tu draftes, tu essaies de le garder, de maximiser. Et si tu n'arrives pas, tu trades parce que via les trades, tu vas pouvoir récupérer des joueurs, un peu comme Siakam. Ou alors, tu vas aller chercher des joueurs qui ne cherchent pas forcément la grande lumière pour ça. Indiana, on sait que ce n'est pas forcément une franchise que je porte dans mon cœur, mais force est de constater, c'est que c'est extrêmement sérieux. C'est des rares équipes qui, depuis 35 ans, n'a quasiment jamais tanké. Non, ils arrivent toujours à reconstruire leur équipe de manière intelligente, avec des paris qui ne sont pas des vrais paris, parce que ce n'est pas high risk, high reward, c'est des choses qui sont extrêmement mesurées. Et j'ai l'impression qu'ils prennent des joueurs qui leur correspondent. Et c'est là où ils sont très très forts. Pour moi, le seul joueur qui ne correspond pas à la mentalité de l'Indiana, c'est Tyrese Haliburton, qui lui est un peu plus expansif et un peu plus trash talker. Mais les autres, c'est vraiment des cols bleus, des joueurs qui sont à fond
pour la bagarre. Parce que même Miles Turner, on aime ou on n'aime pas, malgré tout, il t'apporte un ancrage défensif qui est important. Et en plus de ça, il va t'amener un peu de spacing parce qu'il a développé un shoot à 3 points. Pascal Siakam, qui vient d'un petit marché, Toronto, qui arrive à Indiana, ça ne le dérange pas de ne pas avoir toute la lumière sur lui. Mais il va pouvoir être cette option, première option, je pense, qui va permettre de accélérer le jeu, enfin pas forcément accélérer le jeu, mais donner de l'air au jeu et surtout sur les autres joueurs et libérer un peu Tyrese Haliburton sur la durée. Après, j'ai quand même quelques réserves sur Siakam en première option. Je pense qu'à un moment ou un autre, pour aller encore plus haut, il va manquer quelque chose. Après, la première option, ça reste quand même Tyrese Haliburton et Siakam en super lieutenant, tu vois. Mais, toi, tu vois cet effectif comme ça, toi? Ouais, parce que c'est la franchise de Tyrese Haliburton. Alors oui, Siakam, maintenant, il a un contrat, machin, équivalent, tout ce que vous voulez. Mais non, pour moi, je pense qu'ils veulent construire, alors, donc, autour de ce jeune effectif dont on a parlé, machin, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais la pierre angulaire de tout ça, c'est pas parce que, bon, en tout cas pour moi, c'est pas Siakam, tu vois. Il va permettre, et il doit permettre à Indiana de passer encore une étape et de devenir vraiment un contender sérieux et pas juste la belle équipe qu'on a eu l'année dernière. C'est pour ça que je te parlais de devoir confirmer en début de propos. Mais pour moi, non, le projet, c'est Tyrese Haliburton. Donc après, quand tu regardes en termes de points, tu vois, l'année dernière, alors Siakam, il était à 21-7 et Tyrese, il était à 20 points. Donc bon, ça se joue à pas grand-chose, mais bon, surtout Tyrese derrière, c'est quasiment 11 passes et c'est surtout une comment on appelle ça, tu vois, j'allais dire une dispersion, non, mais la propagation sur le jeu, tout ce qu'il apporte, tu vois. Ouais. Ben moi, en fait, c'est pour ça que je vois plutôt, tu vois, première option, c'est-à-dire que si t'es dans le mal à un moment dans le match, tu vas aller plus chercher Siakam que Haliburton. Ah oui, ok, Si tu as besoin d'accord. de points. Ouais, Je pense qu'effectivement, Haliburton est plus dans le playmaking. Siakam est plus dans la finition et va être cette option numéro 1, le gars qu'on va rechercher, par exemple, en fin de match. Si tu as besoin de faire une isolation, tu ne vas pas le faire sur Haliburton. Juste une petite chose, Indiana a fait un excellent début de saison et à partir du All-Star Break, Haliburton baisse et l'équipe baisse. Et ok, ça revient en playoff parce que les équipes en face sont un peu au bout du rouleau. Je pense notamment en demi de conf. Voilà. Et il se fait complètement éteindre en finale de conf. Je pense que Haliburton t'augmente ton plafond, mais Siakam augmente ton plancher. Ton plancher avec. Et c'est en ça que moi je le vois en première option. Et je pense que le gars sûr, ça va être Siakam. Ouais, non, mais j'entends ce que tu dis, il y a pas de problème. De toute façon, c'est les 2 joueurs les plus importants de cet effectif-là. Après, voilà. Moi, je disais tout à l'heure juste la petite incertitude autour du secteur vraiment intérieur. Miles Turner, c'est un mec que moi j'apprécie, il n'y a pas de problème. Comme tu dis, c'est un vrai ancrage. Il va aller te choper tes rebonds. Il est capable de te claquer des grosses perfs contre des raquettes. Et il y en a encore en NBA, des raquettes qui sont inexistantes. Donc là-dessus, j'ai pas de souci. Après, on sait aussi que parfois il peut être limité. Quelle option tu as après? Bon, je sais pas trop. Ils ont tenté dans les rares petits mouvements d'intersaison, ils ont tenté le pari James Westman, tu sais, qui était à Détroit. Ouais. Bon, c'était quoi? Ouais, c'était un 2e choix de draft. J'étais pas sûr, j'allais dire des bêtises, oui, mais tout à fait. Il avait été 2e à sa sortie de fac. Et il avait été pris par les Warriors et il n'avait pas explosé aux Warriors. C'était l'année où vous avez tanké, entre guillemets, où Curry était blessé, Clay était blessé. Et puis, bien sûr, très bonne Green. À lui tout seul, bien sûr. Il avait tenu la baraque. C'est ça. Non, mais bon, voilà. Donc, peut-être une petite faiblesse intérieure parce qu'en plus, à l'Est, tu as quand même des gros
t'as certaines franchises qui ont de quoi faire. On parlera peut-être tout à l'heure de Philadelphie en particulier. Mais non, globalement, moi, c'est une équipe que je trouve vraiment intéressante à suivre. Et autant tout à l'heure, tu avais peut-être des doutes sur le coaching à Sacramento. Autant, je pense que pour Rick Carlisle, une équipe comme ça, avec de l'expérience, avec du Siakam, du Turner, de la jeunesse et de la folie avec des mecs comme Haliburton, Aaron Smith et tout, bah, pour moi, c'est une équipe qui doit rouler, qui doit au moins viser les playoffs, mais pas qu'un tour, tu vois. Ouais, alors, Rick Carlisle, c'est quand même un coach titré NBA. Il n'y en a pas 150 000 dans la ligue. Il y en Ouais, a un par an. Il y en a qui un en ont peu quand même, plusieurs titres. Mais oui, il est titré. Aller en playoff, oui. Ça va être quand même une année de confirmation parce qu'on les attendait au fond du trou l'an passé. Donc, ils sont arrivés sur la ligue. Même dans leur division, il va y avoir une petite rivalité qui va arriver avec Cleveland. Mhm. Moi, j'attends de voir. Même Ok. si Cleveland, je ne suis pas hyper hypé, je ne suis pas sûr qu'ils gagnent leur division, Indiana. Bah, je préfère tous les jours, en tout cas sur le papier et sur ce que j'ambitionne, l'équipe d'Indiana, cette équipe de Cleveland, tu vois. Mais après, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Ouais. Mais non, pour moi, les playoffs, voilà, tu dois avoir une qualif immédiate, donc un top 6, tu vois, et pas sixième. Et tu vois, ils ont fait quoi? Ils ont fait 47 victoires l'année dernière. Ils doivent être, ça doit être leur niveau, tu vois. 45, 47, 48, 50 victoires, pour moi, ce serait une belle confirmation. Après, voilà, si tu fais moins, il faudra voir comment se feront les rankings à l'Est, tu vois. Oui, Mais moins, il faudra voir les circonstances. Mais là, comme ça, sur le papier, moins que l'année dernière, je trouve que ce serait décevant, tu ouais. Ok, ok, ok. Bon, on va suivre ça du côté de l'Indiana. Allez, on enchaîne. vois. Allez. Autre équipe, c'est une équipe qui a un peu déçu l'an passé. Ils ont terminé 7e à l'Est aussi. Même bilan qu'Indiana, 47-35, mais au tie-breaker, ils étaient derrière. Mhm. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. C'est une équipe dont on a beaucoup parlé l'an passé, coachée par Nick Nurse, qui a eu beaucoup de blessures, notamment de leur joueur star, Joel Embiid. On va parler de Philadelphie. Recrutement, re-signature de Maxi, Tyrese Maxi, arrivée de Paul George et surtout de notre Français, Gershon Gershon. Yabusele. Et ouais. Plus on ramène des role players parce qu'on se rappelle qu'ils avaient quand même une équipe qui avait très peu de joueurs sous contrat au début de la free agency. C'est vrai. Donc, moi, j'ai une question. Est-ce que Nick Nurse peut réussir à mettre une dynamique dans cette équipe en repartant quasiment de zéro? Bonne question. Je pense pas que Nick Nurse soit le problème. Il peut essayer de résoudre, mais alors ceux qui nous écoutent depuis l'année dernière vont dire ah encore vous tapez encore sur les mêmes, etc., etc. Mais au bout d'un moment, force est de constater que encore une fois, je trouve que tu as été extrêmement gentil dans ton approche de la dynamique des Sixers. Encore une fois, échec en playoff. Encore une fois, Joel Embiid qui a failli en playoff, tu vois. Donc, on prend les mêmes, on recommence, c'est la même rengaine à Philadelphie. J'ai pas 40 choses à dire sur Philadelphie, je t'avoue, Ouais, et voilà, mais moi je vais être assez condensé. C'est pas du tout, alors c'est une équipe que je vais suivre évidemment parce qu'on va suivre toutes les équipes, mais c'est pas une équipe qui me hype. T'en avais très bien parlé l'année dernière, Yannick. T'avais de grosses incertitudes sur le roster général parce qu'il y avait en fait les gros, il y avait personne sous contrat. Tu l'as redit en introduction. Et ouais, quand tu vois les mecs qui sont arrivés. Alors, c'est pareil, hein, c'est des très bons joueurs de basket, intrinsèquement, machin, on les respecte. André Drummond, Eric Gordon, Reggie Jackson, on est quand même sur de la vieille soupe, tu vois. C'est vrai. Alors, évidemment, Paul George, mais moi, c'est un mec que j'adore, Paul George, mais que j'ai adoré à Indiana, on en parlait juste avant, tu vois. Il s'est un peu perdu aux Clippers. Bon, au Thunder, c'était sympa, mais il s'est un peu perdu aux Clippers dans un projet un peu falabraque aussi. Là,
Moi, j'y crois pas, en fait. Au côté, toi, Paul George le pari, Paul George, il va être la troisième option dans une équipe autour du duo Maxi Embiid. Moi, j'y crois plus à Joel Embiid. J'en ai marre de ce joueur-là. À côté, c'est dommage parce qu'il a un mec comme Tyrese Maxey qui est incroyable, qui a fait une super saison et qui est enfin peut-être le super joueur qu'il fallait à Philadelphie. Mais Ouais. stop, Joel Embiid. Et après, je terminerai par là. Le 5 de départ est intéressant. T'as Kelly Oubre qui peut être pas mal. Gershon, t'en Oui, parlera très certainement. Mais oui. après, c'est quoi le reste du roster? C'est nul, pardon, mais il n'y a rien en fait. Donc, moi, Philadelphie, en fait, je n'en attends rien, mais D'accord. je suis très certainement sûr que je vais être déçu. Ah ouais, Ah ouais. Ah non, mais voilà. Et ok. franchement, moi, j'ai fait le tour de Philadelphie. D'accord. Et même Kyle Lowry, Non, mais Non, arrête. non, mais C'est la vieille soupe de grand-mère, là. Je Ok. suis gentil, je te parle même pas de l'allié big à réchauffer au micro-ondes, tu vois. Ouais. On est d'accord, on est d'accord. Moi, par rapport à ça, Philadelphie, moi, j'ai envie de regarder parce que ils sont quand même annoncés. Ils ont un roster. Ils ont typiquement le roster allez, on va dire 2015, 2016. Je Mais suis voilà, d'accord. oui, Je oui. suis d'accord avec toi. Euh, Ils ont essayé de garder Tyrese Maxey. Ils l'ont re-signé. De toute façon, il était restricted free agent. Il a eu son gros contrat. C'était le joueur à garder. Hmm. Ils ont habillé à côté Joel Embiid parce que faut aussi le garder dans le projet. Joel Embiid, il a un gros contrat. Il a re-signé, je ne sais plus quand, mais il a encore Ah, mais quelques. attends, non, là, il a pas. Là, il a l'année à venir, elle est à 51 millions. Et l'année prochaine, il est à 55. Et après, c'est fini, il n'y a plus rien. Oui, mais c'est quasiment, enfin, c'est c'est dommage pour lui, mais les blessures qui ont gâché son début de carrière ces 2 premières saisons. Alors, il a été drafté à 19 ans, mais il a mis du temps à arriver. Il a été souvent limité par les blessures, mais ça devait être, excuse-moi pour cette référence Star Warsienne, mais ça devait être l'élu, tu vois. Mais en fait, il a fait une Anakin, c'est-à-dire qu'il s'est brûlé quand même. Il s'est perdu, notre ami Embiid. Alors, je passe le côté où des provocations. Voilà, il est très très fort pour trash talker, pour l'ouvrir, pour arriver dans les médias. C'est un bon client, Ça. mais quand ça compte, il choke. C'est un serial choker. Dès que tu arrives en demi-finale de conférence, il n'y a plus personne. Le mec n'a jamais fait c'est même pas une finale NBA, il a jamais fait une finale de conférence. Joel Embiid, le mec, on dit c'est le process, c'est le gars qui doit tout révolutionner, machin, ça va faire Mais 9 ans qu'il est en NBA, il n'a pas fait une finale de conférence. Donc le projet Joel Embiid, au bout d'un moment, moi ce que j'attends, tu vois, pardon, je te coupe, mais là il a sa fin de contrat, je te disais en 25-26, il est à 55 millions, mais après, mais virez-le, ne le gardez pas. Construisez autour de Tyrese Maxey, mais arrêtez avec Joel Embiid. Il faut arrêter. Envoyez-le où vous voulez. T'inquiète pas, il y aura des équipes qui le prendront. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de fans des Sixers qui doivent se dire putain, on n'en peut plus. En fait, quand est-ce qu'il part? C'est un mec à choke. Mais j'arrive pas à savoir parce que, bon, déjà, si quelqu'un me dit qu'il est fan des Sixers, j'ai pas forcément envie de lui parler. On en a dans la team. On en a dans la team. Je crois qu'il y a Nico qui est fan des Sixers et c'est le premier à nous dire qu'il en peut plus de Joel Embiid, tu vois. Oui, malgré tout, c'est toujours compliqué quand un joueur t'a amené de l'espoir de le laisser partir. Ouais, je comprends, je Ok, comprends. moi je pense que le re-signer, il va t'amener un plancher aussi, tu vois. Mais à côté de ça, moi ce que j'aime pas chez Joel Embiid, on va être clair, c'est que le gars, il est hyper dominant au poste bas. Et qu'est-ce que tu vas aller shooter à 3 points pour nous montrer que tu sais shooter à 3 points. Et c'est ça, en fait, le vrai problème. C'est que, ok, tu vas amener l'esprit, mais tu as la balle en vraie transition parce que tous les commentateurs maintenant ont pris comme, d'ailleurs, c'est mon coup de gueule, la transition, c'est pas une contre-attaque, bordel. Donc, quand on lui donne la balle en transition, une fois que la contre-attaque est finie, qui s'arrête à 3 points, qui shoot,
ok, il va en mettre, il est adroit, c'est normal, c'est un joueur NBA. Mais putain, quand t'es Joel Embiid, tu dois aller punir. En plus, c'est un gars qui a droit au lancer franc. Il doit aller chercher des lancers francs. Et dans les matchs qui comptent en playoff, quand c'est beaucoup plus, il doit beaucoup plus âpre, il doit y aller, il doit montrer que c'est lui le meilleur joueur sur le terrain. Et il ne le fait pas. Et moi, par rapport à ça, même si c'est pas forcément une franchise que je porte dans mon cœur en tant que fan des Knicks, je pense qu'ils ont laissé passer un train et que là, ils essayent de. C'est le gars qui essaye de courir après le train, mais avec des mauvaises chaussures, quoi. Oui, Et, oui, 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 et oui. ils ont pris des joueurs qui n'ont jamais fait passer les équipes au rang d'ultra contender. Je pense à Paul George, par exemple. Il est allé à OKC pour devenir le lieutenant de Ross West. Il n'a pas fait passer le step. Du côté des Clippers, pareil. Il n'a pas été jusqu'au titre, alors qu'il aurait dû y aller parce il a fait des pieds et des mains pour y aller. Donc, j'ai peur que mois par mois, ça ne fasse pas plus pour une fois. C'est pas mathématique. Ouais, non, bon, voilà. Bon, je pense que voilà, Après, tout est dit. Voilà, c'est une construction. Tu as 3 joueurs stars et après, tu as, t'as des bouts de mecs. Toi, mais Eric Gordon, tu vois. Ok, Eric Gordon, il y a 3 ans, tout le monde le voulait. Tu sais, c'était le gars là que l'équipe qui visait haut en playoff était très contente de l'avoir parce que le mec, il se fout dans le corner, il emmerde personne, il plante ses 3, il peut défendre. Mais c'est fini. Et encore une fois, moi je respecte le gars, il a une belle carrière NBA et tout ça, mais c'est bon, Kylori, arrêtez les gars. Reggie Jackson, André Drummond. André Drummond, ok, il va jouer combien de matchs cette année? Il va jouer 45 matchs parce que Embiid de décembre à mars, il sera pas là. Encore une fois, tu vois. alors, moi, après, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a une curiosité que je veux voir avec du côté de Philadelphie, c'est Gershon Yabusele. Ouais, bien. Oui, oui, t'as raison. On est très négatif, mais l'arrivée de Gershon, qui va très certainement être rapidement titulaire, hein. Bah, le truc, c'est que sur quel poste? Parce qu'il y a Paul George. Tu décales Paul George en 2 et tu le mets en 3 ou tu le mets en 4? Bah, tu mets Gershon en 4, t'as Embiid en 5, Gershon en 4, Paul George en 3, Maxi et tu Bah, fais Maxi quoi? va jouer 1, je pense. Oui, Maxi 1, ouais. Mais tu T'as vois, quoi? T'as Kelly Oubre qui peut être bah, là aussi, hein, tu vois. Il a montré moi, des belles choses, hein, c'est pas mal, hein. Il oui, s'est un peu oui, calmé, Kelly Oubre. C'était un pétard ambulant lui aussi avant, hein. oui, oui, tout à fait. Mais tu vois, Gershon, je suis pas sûr qu'en NBA en 4, ce soit Ouais. hyper. Tu vois, il Toi, va tu peut-être vois quoi? manquer Tu le vois quoi? Tu vois petit 5 alors? petit, plutôt 3. Ah oui, d'accord, ouais, parce que j'allais te dire si tu mets petit 5 ou tu fous Embiid. Bah, oui, oui, moi je le vois, tu vois, Ok. tu vois, quitte à justement avec Kelly Oubre tous les deux, faire 3-4 tous les deux, tu vois, ça peut être pas mal sur. Bah, il a un coup à tenter en tout cas parce que Oui. Et il avait déjà testé la NBA, c'était pas le bon moment. bah, il était du côté de Boston où Ouais. il a eu des départs, hein, Oui, oui. mais il était dans une équipe qui jouait le titre et Ouais, c'est ça. où Jason Tatum a explosé au même moment où il était là, quoi. Ouais, ouais, donc non, en tout cas pour Gershon, c'est une bonne signature. Ça fait Alors, plaisir de le revoir. Lui qui a, voilà, c'est un taulier maintenant d'équipe de France, donc on va pouvoir le ouais. suivre quasiment toutes les nuits, c'est cool. Et ce qu'il y a à noter du côté de Gershon Yabusele, c'est que c'est lui-même qui a payé une grosse partie du buyout pour aller jouer là-bas, quoi. Ok, ça j'avais pas C'est-à-dire l'info. qu'il y avait un buyout à 1,2 million et de salaire. Il a accepté qu'une partie de son salaire soit affectée au buyout pour signer du côté de Ok. Philadelphie. Moi, je suis très très curieux de voir le revenge tour de Gershon Yabusele où il va essayer d'aller reclaquer LeBron James comme en finale. Oh là là. Ah oui, ça va être sympa l'affrontement Philadelphie-Los Angeles Lakers. Oui, j'y ai pas pensé, tiens, mais oui, oui. On verra si LeBron lui Et, fait peut, et une petite peut-être accolade. et peut-être que même dans le même match, il fera le père et le fils. Ah non, le fils.
Ouais, le fils, faudrait vraiment que ce soit le garbage time pour que le fils y joue quand même. Hein, mais Et- Oh, tout de suite. On en parlera plus tard. Ok. Bon, je crois qu'on a été ouais. assez complet. On va enchaîner avec la dernière équipe. Allez, C'est une, vas-y. c'est une équipe qui l'année dernière était au fond du trou, Oh. voire plus. Mais cette intersaison, il y a des motifs d'espoir. On a deux Français dans cette équipe, c'est Washington, donc, avec Bilal Koulibaly, qu'on a hâte de revoir, et Alexandre Sarr, Tout à fait. numéro 2 de la draft, et une équipe qui a quand même fait 2-3 ajustements qui sont plutôt sympas à voir. C'est Malcolm Brogdon qui est blessé. Pardon, Oula. excusez-moi. Bah alors. Excusez-moi, bah oui, c'est le froid. J'ai pas assez mangé de soupe, tu vois, C'est donc ça, la soupe Philadelphie. voilà. Et ils ont ramené Valanciunas, qui va Ouais. peut-être être, on va dire, l'ange gardien, celui qui va apprendre le métier à Alexandre Sarr. Il y a Mhm. toujours Kuzma, qui a été annoncé dans beaucoup de trades. Et il y a toujours Marvin Bagley Jr. Enfin, Bah, il y a surtout encore Jordan Poole, Yannick. Oui, mais je ne l'ai pas cité, c'était Ah le non, premier tu que l'as j'ai pas noté. cité. Et Jordan Poole en pétard ambulant, qui plutôt soliste l'an passé. Toi, comment tu vois cette équipe de Washington? Bah, moi, franchement, tu vois, je faisais un peu mes petites previews, tout ça, machin. On en a fait un article sur Washington. Et oui, oui, on parle aussi des équipes un petit peu bottom, là. Mais, alors oui, 15 victoires l'année dernière, pire bilan de l'histoire de Washington. Alors bon, Washington, c'est Et pas non pourtant, plus. et pourtant, Ouais, ouais, pourtant, il y a eu, hein, il y a eu des époques très compliquées. Mais non, là, c'était une vraie année cata. Mais je sais pas. Alors, je te dis pas qu'ils vont aller viser le play-in et tout. Hein, c'est pas du tout l'objectif. Ils ont pas d'objectif comptable. En tout cas, ils ont un objectif, c'est la draft 2025. Euh, mais je pense que ça peut être une équipe intéressante à suivre, toi, pour rien te cacher, rien vous cacher, même si c'est pas un très grand scoop. Là, il y a les matchs de pré-saison qui sont en route là. Et bah, tu vois, peut-être, bah, c'est même l'équipe que j'ai la plus vue, plus suivie, bah, c'est cette équipe des Wizards. Parce que franchement, cette association, déjà franco-française, voilà, ça joue évidemment la Bilal Koulibaly qui avait fait une belle saison l'année dernière dans le marasme de Washington. C'est ouais. vraiment un joueur polyvalent qui est vraiment, il est long, il est technique, il se fond dans un collectif. Moi, j'adore ce genre de gars-là. Et il, Alexandre grand... Sarr. et il grandit en plus. Il a pris quelques centimètres. Ah bah tu vois, bah voilà. Alexandre Sarr, moi c'est un gars que je vais suivre avec grande attention. Ce qu'il a pu proposer en pré-saison, ça ne reste que de la pré-saison évidemment, c'est quand même plutôt globalement intéressant. J'ai trouvé ça pas mal. Tu as parlé de l'effectif, je vais pas revenir là-dessus, mais il y a du bon et du moins bon. La vraie incertitude, moi, c'est Jordan Poole, tu vois. L'année dernière, tu parlais du côté soliste, alors c'était de la très mauvaise musique. Hein. C'était ce que tu as à la fin de la foire à 4h30 du matin, tu vois. Mais en tout cas, Jordan Poole, on attendait de voir après le départ des Warriors comment il allait s'ajuster dans une équipe qui visait pas grand-chose. Bah, en fait, pardon, mais il a vraiment fait de la merde. Hein, entre tu peux avoir une baisse statistique, tu peux machin, mais en fait là c'était de la nonchalance, tu vois. Il y avait un manque de professionnalisme dans son approche du jeu, dans son approche des matchs. Je trouve c'est vraiment extrêmement médiocre, extrêmement décevant de sa part. J'espère qu'il aura pris un petit peu de plomb dans l'aile. J'ai un peu de doute, mais sait-on jamais. Non, non, c'est une équipe qui peut vraiment être intéressante à suivre. Je pense que le 5 va être sympa à observer, avec ses limitations évidemment. Et des mecs après comme Malcolm Brandon quand il reviendra, ça peut Ouais. vraiment être typiquement le petit ajout, tu vois, qui peut faire du bien sur certains matchs, qui va peut-être permettre à cette équipe d'aller en gratter quelques-uns, d'emmagasiner de l'expérience. Et de toute façon, le but là, c'est développer à fond Bilal et Alexandre, tu vois. Ouais. Allez-y, mais let's go, tu vois. Moi, par rapport à ça, dans le développement, je trouve que les ajouts ont été plutôt malins. Ouais. Tu vois, justement, tu parlais de Brogdon. Clairement, surtout, ça va permettre une chose, c'est de sortir Jordan Poole du poste de meneur. On sait, c'est pas un meneur, c'est un soliste. Et tu le mets en deuxième arrière. Voilà, tu fais ça, tu dis voilà, toi, vas-y. Limite, tu le montres pour aller Ouais. chercher, pour aller chercher Ouais.
pour aller chercher une contrepartie et tu le trades. Ça n'a pas marché. De toute façon, tu avais récupéré Chris Paul dans le trade de Bradley Beal. C'est vrai. Et tu savais que Chris Paul n'en voulait pas. Qu'est-ce que tu as pu récupérer? C'était la meilleure chose que tu pouvais récupérer. Donc, du coup, tu te retrouves avec lui. Je pense qu'il a quand même une valeur dans la ligue. Bon, donc, pour moi, ça peut être quelque chose. Ensuite, Brogdon, c'est le vétéran qui va pouvoir montrer aux jeunes comment se préparer, les routines, tu vois, les prendre sous leur aile. Même si je pense que, tu vois, un joueur comme Bilal Koulibaly, il est pro depuis jeune, même si ça va être sa deuxième année, c'est déjà un pro avant même d'arriver. Ce qui n'est pas le cas d'Alexandre Sarr, mais on sait que Alexandre Sarr, il vient d'une famille de sportifs. Son frère joue en NBA, donc il va lui dire les écueils, tu vois, il va le couver, même si je pense que son frère, Olivier, ça va être compliqué pour qu'il reprenne sa carrière en NBA. Je pense qu'il va revenir en Europe une fois qu'il sera guéri. Mais voilà, c'est ce genre de choses. Je pense que si tu arrives à sortir Jordan Poole du vestiaire, je pense que tu vas l'assainir aussi. C'est un peu et ce n'est plus le Washington période Gilbert Arenas, Andrew Blatch et tout ça, quoi. Tu vois, ça va permettre de faire quelque chose avec une équipe qui va se construire, reconstruire sur plusieurs saisons. Et je pense que Bilal Koulibaly plus Alexandre Sarr peut effectivement être quelque chose de sympa. Et je le répète, l'arrivée de Valanciunas va permettre de donner une flexibilité intérieure, notamment pour Alexandre Sarr, d'être moins attendu. Tu vois que ça va pas être le Messi parce qu'il va pas être titulaire tout de suite, parce qu'il va falloir qu'il gagne sa place face à Valanciunas, face à Brogdon, face à Kuzma, pardon, face à Bagley. Ça va permettre de donner quelque chose de vraiment différent. Et donc, du coup, il ne va pas avoir la même pression. On sait que la Summer League a été complètement manquée par Alexandre Sarr. Je pense que là, maintenant, il va être mis dans un confort où il ne sera pas tout de suite la première option, mais ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Oui, ouais, de toute façon, la Summer League, tout le monde n'en a rien à faire quand tu arrives au mois de septembre, au mois d'octobre. Donc, faut vraiment pas prendre ça en considération. Moi, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Le seul petit truc que je rajouterais autour de Valanciunas, et c'est pour parler aussi du coach, la Brian Keefe, qui va entamer sa deuxième saison avec Washington. La première saison, début de saison pour lui, parce qu'il avait repris la place de Wes Unseld en cours de saison dernière. Bref, mais attention à ne pas tomber dans le piège de je vais laisser Valanciunas, tu vois, toute la saison parce que le gars, il va t'apporter ses 15-17 points, ses 11 rebonds, tu vois. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir un Valanciunas, OK, qui va débuter, qui va être là pour manager, pour coacher, pour driver des mecs comme Alexandre Sarr. Mais l'objectif de Washington, c'est de développer cette jeunesse-là. Donc Valanciunas, je te rejoins, je suis totalement d'accord. Mais attention à ne pas qu'il ne prenne trop de place. Il doit être là pour filer les coups de main, il doit être là peut-être en début de match ou à certains moments, mais c'est d'abord le développement. Je suis d'accord. Et là où c'est intéressant, c'est que pour moi, Valanciunas n'a pas le coffre aujourd'hui pour faire plus de 25 minutes à haut niveau. Parce qu'il a quel âge maintenant? Il a 32. Ouais, il est là, si tu veux, 3 allers-retours, il a le capot qui fume, le garçon. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Ah non, mais moi, c'est un joueur que je trouve qu'il a toujours été sous-coté dans la ligue. Tu vois, quand il était à Toronto, c'était un joueur intéressant, limité, mais intéressant. Du côté il a joué à Memphis, il me semble. Même du côté de New Orleans, il va être, tu vois, ça va manquer après. Il va manquer à New Orleans. Donc voilà. Non mais voilà. Donc en tout cas, c'est clair que voilà, perso,
Washington, ça va être une équipe que je vais suivre, en tout cas en début de saison. Après, c'est clair que si les mecs, ils enchaînent 12 défaites de suite au mois de novembre, bon, on Non, va il y a un peu moins les suivre. ils vont peut-être jouer Détroit, donc. Ouais, ouais, voilà. Donc, ils seront peut-être dans notre conseil de classe cette année, ils seront peut-être pas en haut du panier, mais sait-on jamais, sur un mois, ils peuvent. On On peut. connaît, tu sais, les équipes du mois d'octobre, là, tu sais, qui marchent bien. Et en Oui, fait, oui, un peu comme des matchs de basket où au premier quart-temps, tu donnes tout, t'es super adroit, et puis après, t'es un peu court, quoi, c'est ça. pour la fin de Non, mais match. ouais, non, mais voilà, ça va être sympa, je pense, à suivre. Et au moins, voilà, Bilal et Alexandre Sarr, ils sont dans une équipe où ils vont pouvoir normalement se développer. Et, donc ça, c'est cool. Eh ben oui. Ok, ben, c'est ainsi que on conclut notre première preview. N'hésitez pas à aller nous suivre donc sur les réseaux sociaux et également sur le site, 17h tous les jours. Plus il y aura des articles à côté Oui. et on va se retrouver très vite pour d'autres previews avec d'autres membres de notre équipe de podcast de la saison qu'on va vous présenter au fil de l'eau. Oui, Chris. Ouais, petit dernier truc, N1 NBA, donc ça revient, mais vous avez aussi en milieu de semaine la WNBA. On reviendra là cette Exact. semaine sur les 2 premiers matchs des finales. Le match 1 qui a été totalement incroyable, était en prolongation, c'était un truc de fou. Le match 2 qui a eu lieu dimanche soir, qui était un petit peu plus traditionnel dans son approche, mais voilà, des finales qui sont à un partout entre cette équipe de Minnesota et cette équipe de New York. Donc des finales WNBA qu'on vous propose de suivre avec Elliot et avec Tom en podcast, donc mercredi ou jeudi, ça tombera. Mais voilà, la WNBA se poursuit et on est là évidemment pour aller jusqu'au bout de la saison avec les collègues pour le podcast. Oui, et Tom, le roi du blasphème, qui met LeBron James en numéro 1 de tous les temps. Bon, bref, hein, voilà ce que ça donne. Sur ce, bah écoute, je vais souhaiter à tous les auditeurs une bonne journée si vous écoutez en journée et une bonne soirée si vous écoutez en soirée. À très vite sur les antennes de The Free Agent. À très vite. Ciao, bye.